on voit apparaître dans ce siècle des Lumières une espèce de justification qui se prépare de les enfants, enfin c'est pas qui se prépare, qui se perpétue, hein, puisqu'elle a commencé avec la création de l'hôpital général, qu'ils ont dit les enfants pauvres, bah, comme les parents ne savent pas s'en occuper, on va s'en occuper nous. Et le marquis de Sade, il est bien de son siècle. Le marquis de Sade, c'est la théorisation de puisque j'ai envie, j'ai bien le droit. Alors, faire du marquis de Sade un homme de lettres, c'est effroyable. C'est effroyable. Moi, je ne recommande pas de lire le marquis de Sade. J'étais dans un groupe, là, il y a quelques années, au début de la crise, enfin, il y a quelques années dans le coin, il y a un type qui m'a bloqué d'un forum de discussion parce que j'ai dénoncé les 120 journées de Sodome alors que lui, il estimait que c'était un livre qu'il fallait faire lire. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les 120 journées de Sodome? On ne peut pas lire une demi-page de cette horreur sans frémir d'épouvante. Et il y en a, je ne sais pas, une centaine de pages, peut-être même plus, 150, je ne sais pas. C'est absolument abominable. Et on présente ça comme de la littérature. Monsieur de Sade était homme de lettres, mais c'est absolument atroce, atroce, atroce. Et le mettre le marquis de Sade dans la catégorie écrivain, c'est encore en cours. C'est encore en cours. Oui, c'est encore en cours, bien sûr. Il y a encore des gens pour le défendre. Il y a encore des gens pour le défendre. Et pour défendre la liberté, mais c'est la liberté de tuer, c'est la liberté de faire souffrir, c'est la liberté. C'est quoi la liberté? Attendez. Il est temps de remettre les pendules à l'heure, il est temps qu'on regarde un petit peu d'où on vient et où on va. Qu'est-ce que c'est que ce christianisme qu'on a mis à bas? C'est celui qui disait non, c'est pas bien. Donc du moment que l'Église dit que c'est pas bien, on va dire que c'est bien. Hein? C'est ça. Et le siècle des Lumières et le siècle du libertinage, je l'ai découvert avec horreur comme ça. Avec horreur. Moi, j'ai grandi à la laïque. Hein. J'ai fait toute ma scolarité à la communale et au lycée d'État. Donc, bon. J'ai gobé ça, les Lumières, c'est un grand mouvement d'émancipation, et le siècle du libertinage, bah écoutez, bah, l'amour c'est pas mal, on a bien le droit. Ouais, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que le siècle des Lumières, c'est le peuple, c'est des abrutis, c'est nous, les gens éclairés, qui sommes au-dessus. On en reparlera un jour si on parle de Voltaire, parce que alors lui, c'est vraiment la tête de file de ces gens qui haïssent et qui méprisent le peuple. Et le siècle du libertinage, c'est ben, j'avais envie. J'ai pas le droit. Pourquoi? Puisque j'ai envie. La liberté, c'est ça? Non. Ouais. Ouais. Éventuellement, la liberté, c'est ça. Ben, moi, je suis pas pour cette liberté-là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Alors, je reviens toujours sur ce que je répète à chaque fois que je traite du sujet. Le sexe, ça regarde l'intimité sacrée du couple. Tout ce qui en sort, c'est mal. Ah, on n'a pas le droit de dire c'est bien ou c'est mal? Si, on va le redire. On va le redire. Je suis désolé, mais il est temps de le redire. La liberté absolue, c'est ce qui s'oppose à la distinction entre le bien et le mal. Vous avez envie de vivre dans une société où il n'y a plus de différence entre le bien et le mal? Pas moi. C'est des esclavagistes pour moi, c'est pas autre chose. C'est des gamins de 8-12 ans au Congo qui descendent dans les mines pour 1 ou 2 dollars par jour pour extraire le cobalt. Voilà, parce que Qui le fabrique nos Congo, portables en c'est plus. 70% du cobalt, des mines de cobalt dans le monde. Parce qu'on Mais bon, a, il n'y a pas que on a ça. les On voitures va électriques. prendre quelques chiffres. On va prendre quelques chiffres pour que les gens se rendent bien compte que ça n'a absolument rien d'écologiste. D'ailleurs, il suffit d'écouter Uko Yudova, qui est le président de Toyota, et qui dit que ça produit 3 fois plus d'émissions de CO2 que les voitures thermiques. Tu as Volvo, le président de Volvo, qui dit que ça produit 70% de plus, et ils doivent être d'accord puisque le président de Volkswagen a déclaré lui aussi que ça produisait 70% de plus que les voitures thermiques. Mais bon, revenons aux matériaux de ces véhicules. Il y a 4 grands types de véhicules. Tu as les véhicules thermiques qui nécessitent en moyenne 20 kilos de cuivre. Tu as le hybride léger qui, lui, nécessite 40 kilos. Tu as le hybride rechargeable qui nécessite 60 kilos de cuivre. Et tu as enfin le véhicule complètement unifié qui, lui, demande 80 kilos de cuivre. Ça, c'est pour les voitures. Mais les voitures, faut les approvisionner. Chaque borne
a besoin de 100 kilos de cuivre. Et ce qui est très important, c'est que l'Agence des énergies aux États-Unis a calculé qu'il allait falloir mettre en service entre 200 000 et 350 000 bornes par an d'ici 2030. On va prendre la moitié, on va prendre 300 000 bornes à 100 kilos de cuivre. Vous voyez les masses de cuivre qu'il faut. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il faut doubler le réseau électrique. Je parle pour les États-Unis puisque c'est une étude américaine que vous pouvez télécharger. C'est pareil pour la France. Donc, on va passer de 75 millions de kilomètres à 160 millions de kilomètres pour électrifier toutes ces bornes. Et alors, bon, il faut quand même savoir que pour une seule batterie électrique, on va prendre le modèle d'une Tesla, il faut déplacer 250 tonnes de minerais. Pour déplacer 250 tonnes de minerais, on a un appareil de 173 tonnes qui s'appelle le Caterpillar qui utilise 1000 litres de gasoil. Pour les 12 kilos de lithium qu'il faut dans une batterie, il faut déplacer 12 tonnes de saumure. Pour les 15 kilos de cobalt, il faut 15 tonnes de minerais. Pour les 30 kilos de nickel, il faut 3 tonnes de minerais. Et puis, il faut pas oublier les 22 kilos de manganèse, le graphite et les 200 kilos d'aluminium qui sont dans la voiture. C'est un massacre social. Hein. Ah Ce oui, oui. budget PLF, c'est un espèce de plan Bayrou encore plus saignant et agressif. Qui est un scandale. Notamment, il va avoir notamment une imposition sur les aides d'indemnité journalière, sur les ALD, tu en parlais Oui. aujourd'hui. Il va y avoir des gens qui touchent des aides, vont être imposés sur ces aides parce qu'ils ont une grave maladie ou que ça mérite à un moment donné un traitement de fond et un traitement pour leur sauver la vie. Et ils vont fiscaliser ça. Enfin, il y a ça, mais il y a plein de choses. Sur les tickets restaurants, c'est pareil. Les entrepreneurs, ils vont se faire égorger. Sur le seuil de TVA, je sais que mes amis entrepreneurs, auto-entrepreneurs, ils sont en train de la leur remettre. Là, hein. Vous savez, tu sais, l'abaissement des seuils de TVA, avant c'était 75 000 euros, 80 000 euros. Corrigez-moi, chers amis auto-entrepreneurs, si vous êtes là. Et maintenant, ils vont le baisser entre 30 et 35 000 euros. C'est-à-dire que les gens qui n'avaient pas de TVA, qui n'avaient pas de déclat à faire, et ça a allégé le truc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient peut-être lancer une activité, travailler avec des gens qui connaissaient, fluidifier l'histoire. Maintenant, ils vont devoir prendre des comptables, remettre la TVA, donc ils ne pourront pas s'en sortir. C'est 2 millions d'auto-entrepreneurs qui sont menacés. C'est pas rien, 2 millions. Donc, c'est un scandale, ce projet de budget. Et les socialistes et les LR vont voter ça. C'est un scandale. C'est un scandale. Non, mais c'est important de soulever ce point parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'il y a dans ce fameux budget. Ben oui. Il va saigner une grosse partie de la population. Et tout ça pour faire des économies de bout de chandelle. Hein. Parce que en termes d'économie, c'est de la merde. Ils vont aller chercher dans les poches des plus démunis, des gens qui sont malades, qui n'ont pas choisi d'être malades. Ils vont aller chercher dans les poches des auto-entrepreneurs. Et moi, je suis moi-même auto-entrepreneur et je connais des auto-entrepreneurs. Voilà. On vit pas comme des nababs. Hein. Voilà. Hein. Quand tu vois que tu déclares 2000 balles et que tu en redonnes 600, il t'en reste 1004. Honnêtement, il y a des mois, c'est très, très compliqué. Et là, effectivement, ça va être aussi un point de bascule à un moment donné, de toute façon. Parce que, en plus, pour trouver du boulot actuellement, c'est très compliqué. Là, on est un petit peu dans une phase où c'est un peu difficile. Les recruteurs sont de plus en plus drastiques sur leurs critères. Ils ont raison, mais en même temps, et trouver du boulot, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, dans ce cas-là, je vais lancer ma petite entreprise, mon petit truc, et ils ne le feront plus. Parce que il y aura trop de contraintes et que payer un comptable, c'est même pas envisageable. Ouais. Oui, parce que le budget là-dessus, sur les auto-entrepreneurs, ils remettent les couverts. Hein. Ils remettent les couverts et pour récupérer 300 millions d'euros. Mais ces gens sont des escrocs. Alors d'abord, d'où ils viennent ces droits de succession? Ils naissent pendant la Révolution française. En 1791, ils visaient évidemment les aristocrates, les grandes lignées. Mais 2 siècles plus tard, la noblesse a disparu et ce sont désormais les classes moyennes qu'on cible. Chaque héritier doit payer sur sa part. Au-delà de 100 000 euros, la taxe grimpe
très vite jusqu'à 45%. 45% de ce qu'ont leurs parents. On parle plus de fortune, on parle de maisons de famille, on parle de fermes, d'appartements hérités d'ouvriers, d'artisans, d'instituteurs, de gens totalement lambda. On ne détruit plus les châteaux des nobles, on vend les maisons du peuple. Et cet impôt, c'est la main froide du fisc au moment le plus fragile, la mort. Tu viens de perdre un parent, tu es submergé par le chagrin et les charges administratives et l'État arrive avec la facture. Un impôt sur la mort, c'est la fiscalité des charognards. Ça vient picorer ce qui reste quand la vie s'en va. Alors pendant ce temps-là, nos voisins, les autres nations s'interrogent. Le Portugal, la Suède, l'Autriche, la Slovaquie, eux, ont aboli ces taxes. Parce qu'en fait, ils ont bien compris ce que nous, on n'arrive pas à comprendre, en tout cas ce que nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre, c'est que transmettre, c'est construire la continuité des familles, la continuité des individus, la continuité d'un peuple. Alors d'autres, comme nous, comme la France, veulent aller plus loin. Nous, on veut toujours aller plus loin quand il s'agit de taxes. Ils savent pas économiser, mais ils savent bien taxer. Toujours au nom d'une égalité abstraite, totalement désincarnée en plus. Une égalité qui finalement ne libère pas, ne libère jamais. Elle déracine cette égalité. On nous parle de modernité, mais cette modernité-là, c'est celle de l'homme interchangeable. C'est pratique, un homme interchangeable sans lieu, sans passé, sans héritage. Un homme sans racines, c'est facile à déplacer, facile à diriger et facile à oublier. Donc les droits de succession deviennent donc un outil discret du déracinement global, enfin surtout français. Par la fiscalité, on fait de la mobilité forcée et on s'attaque toujours aux mêmes valeurs. Et derrière les discours égalitaires, ce sont souvent, vous savez, nos petits vautours de la bureaucratie qui tournent autour des héritages des familles ordinaires. Certains veulent redistribuer, d'autres simplement se servir sur les restes. Alors, que cherche vraiment la Russie? À rendre justice à Kennedy ou à montrer au monde qui contrôle vraiment l'Amérique? En 1963, après l'assassinat de JFK, le KGB avait ouvert sa propre enquête. Selon les documents soviétiques, l'Union soviétique était convaincue que Lee Harvey Oswald n'avait pas agi seul. Des échanges diplomatiques interceptés à l'époque mentionnent déjà l'implication d'agents liés à la CIA et au Mossad. La Russie affirme aujourd'hui avoir conservé tous ses rapports et c'est ce que Moscou vient de remettre à Washington, ou plutôt à Anna Paulina Luna, présidente du comité de déclassification au Congrès américain. Mais voilà, ces mêmes documents, le gouvernement américain les avait demandés en 1992 et la CIA aurait bloqué leur transfert. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient, selon les soviétiques, des indices directs sur une opération d'État visant à éliminer Kennedy pour empêcher la fin du pouvoir du complexe militaro-industriel. 60 ans plus tard, ces papiers refont surface, le monde retient son souffle. Qui est donc Anna Paulina Luna, ancienne vétérane de l'armée de l'air, républicaine de Floride. Elle préside aujourd'hui la Task Force sur la déclassification des secrets fédéraux. Ses cibles, les dossiers JFK, les archives RFK et Martin Luther King, les documents Epstein et même les origines du Covid et les phénomènes OVNI. Le message est simple, le peuple américain mérite de savoir, mais depuis son annonce de la réception des dossiers russes, Luna dit être la cible d'une vague d'attaques en ligne. Des milliers de comptes l'ont accusé de propager de la désinformation ou de collaborer avec la Russie. Elle parle de comptes bots et trolls coordonnés, destinés à étouffer ses révélations. Et justement, quelques jours après ces attaques, Elon Musk confirme la suppression de 1,7 million de faux comptes sur X, des comptes liés, selon certains analystes, à des campagnes d'influence politique. Coïncidence ou riposte numérique contre ceux qui dérangent la matrice? L'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov, a personnellement remis le rapport au bureau de Luna. Elle a confirmé, une équipe d'experts traduira et publiera l'intégralité du document sur JFK Fact en accès libre. Le site JFK Fact, dirigé par le journaliste d'investigation Jefferson Morley, affirme qu'aucune censure ne sera opérée et que les archives seront publiées telles quelles.
Mais attention, ces documents n'abordent pas seulement le 22 novembre 1963. Ils contiennent aussi des informations croisées sur la guerre froide, le rôle de la CIA dans des opérations secrètes et même le transfert de technologies nucléaires vers Israël contre la volonté de Kennedy. Le nom d'un homme revient, James Angleton, responsable du contre-espionnage à la CIA. Selon les passages déclassifiés, il aurait admis avoir couvert des échanges illégaux de plutonium avec l'aide d'intermédiaires civils. Et si c'était cela, le véritable mobile, Kennedy voulait reprendre le contrôle du renseignement américain. Le renseignement américain l'a éliminé.